Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jean-Baptiste, qui est ici, moi-même et toute l'équipe de STEFMI qui est largement représentée ce soir, du groupe STEFMI, sommes extrêmement heureux de vous accueillir ce soir et nous vous remercions d'être venus si nombreux, ça nous fait très plaisir. On est très heureux ce soir de vous accueillir parce que on a été privés, mais on a tous souffert du même mal. On a été privés d'organiser ces soirées annuelles liées au Covid, et donc du coup nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver et de pouvoir vous accueillir ce soir pour cette soirée qui vient un peu consacrer une année de travail et annoncer l'année suivante. On a choisi aujourd'hui le thème de l'inclusion, de l'insertion, et ce sera largement le débat parce que c'est un peu l'aboutissement du projet que nous avions, Jean-Baptiste et moi, quand en 2016, on s'est dit qu'on allait créer une plateforme de mise en relation autour de l'emploi et l'emploi des jeunes, permettre à des jeunes de pouvoir s'insérer facilement dans le monde du travail, une sorte de tremplin vers l'emploi durable, et c'est ce qu'on a fait, c'était une idée. Et aujourd'hui, le groupe STEFMI, c'est 4 entreprises. C'est une entreprise, d'abord c'est évidemment la plateforme. STEFMI, c'est un organisme de formation qui s'appelle la STEFMI Academy. C'est une société qui s'appelle GetBiz qui permet à des jeunes entrepreneurs de créer leur micro-entreprise, de la gérer et de la fermer le cas échéant. Et c'est enfin l'accélérateur qui sera largement à l'honneur ce soir. Donc en quelques mots sur le groupe STEFMI, STEFMI, je viens de vous le dire, c'est cette plateforme. Aujourd'hui, la plateforme, c'est la principale plateforme de travail étudiant. C'est 500 000 étudiants qui travaillent grâce à STEFMI, en tout cas qui sont inscrits sur la plateforme. C'est plus de 5 000 clients, 5 000 entreprises partout en France. C'est 25 millions de revenus générés pour les étudiants. C'est 50-60 collaborateurs. C'est un succès et c'est vraiment le projet que nous avions qui était de faire cette société qui permettrait à des jeunes de travailler tout en se professionnalisant, en gagnant confiance en eux. C'est ce que nous avons réussi, on nous sommes particulièrement fiers, mais c'est grâce à vous que nous l'avons fait, parce que sans entreprise, sans jeunes qui travaillent, ce projet n'aurait pas été possible. C'est en 2020, quand on a vu que ce projet prenait forme, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il manquait un pilier à l'édifice. On arrivait à donner de l'activité, mais on pensait qu'il fallait permettre aussi de la formation. Et donc on a décidé avec Jean-Baptiste et avec Augustin, qui dirige aujourd'hui la STEFMI Academy, de lancer un organisme de formation très particulier, puisqu'en fait on l'a fait au service des jeunes indépendants. Ça n'existait pas aujourd'hui, la STEFMI Academy, c'est le principal organisme de formation au service des jeunes indépendants. C'est plus de 2500 jeunes qui ont été formés depuis le lancement en 2 années et demie. Donc c'est beaucoup, c'est 8 formations, et c'est une dizaine de collaborateurs qui aujourd'hui, pour l'essentiel, sont à Marseille. Il y en a certains qui sont là aujourd'hui pour venir représenter fièrement l'entreprise qui s'est déplacée à Marseille et qui agit dans le territoire marseillais, mais sur toute la France, puisque les formations sont toutes à distance, c'est des classes virtuelles, c'est des petits groupes, c'est des cours du soir. Et ça fonctionne bien, et avec des partenariats avec différents autres organismes qui agissent pour la formation et pour l'insertion. Il y a aussi GetBiz qu'on a créé en 2020, qui est une société qui permet effectivement à ces jeunes entrepreneurs, en tout cas d'ailleurs à toute personne qui souhaite créer une micro-entreprise, d'être aidée. Et là, c'est aujourd'hui 5 collaborateurs qui travaillent, et le chiffre complètement fou, c'est qu'ils ont créé depuis qu'ils existent 3% des entreprises françaises. Plus de 18 000 entreprises ont été créées grâce à la GetBiz et les 5 collaborateurs qui y participent. Donc nous avons, quand vous entendez Bruno Le Maire se féliciter des chiffres des créations d'entreprises, il y a une grande partie, enfin en tout cas une petite partie, 3% c'est significatif, des entreprises qui sont créées par GetBiz. Et enfin, le dernier projet que nous avons créé, et c'est probablement l'un de ceux qui nous rend le plus fiers, c'est l'accélérateur, et c'est celui que dirige aujourd'hui Norma, qui est en fait l'aboutissement du projet. Nous avions la volonté effectivement d'accompagner des jeunes vers l'emploi, et nous avons le souhait, et en tout cas on voulait aller encore plus loin et aider ceux qui étaient a priori le plus éloignés, qui ne sont pas les moins compétents, mais qui sont sur le papier les plus éloignés. Et donc du coup on a bénéficié d'une solution qui s'appelle l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, dont Norma va parler, et que nous avons l'ambition de déployer sur tout le territoire. Et donc je vais vous... Oui, alors non, il y a encore une grande nouvelle qui n'était pas là lorsqu'on a pensé organiser cet événement. Nous avons eu, mais je crois que beaucoup le savent, la joie de conclure un
un accord d'acquisition avec un grand groupe belge de ressources humaines et d'intérim. Et c'est un projet qui nous réjouit parce que ça nous permet d'aller encore plus loin. Ce que nous voudrions, c'est avoir une sorte de guichet unique de l'emploi pour les jeunes et de permettre à chaque entreprise et à chaque jeune de travailler selon le modèle qui lui convient le mieux, en fonction de la mission, en fonction de la durée, en fonction de toutes sortes de... Pardon. Allô allô, deuxième. 1, 2. 1, 2, voilà. Oh, ça marche très bien. Et donc voilà, donc on s'est rapproché de ce groupe qui nous a globalement acheté. Mais Jean-Baptiste et moi, nous restons à la direction de ce groupe et toute l'équipe a accueilli ce projet avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, parce que c'est véritablement effectivement un nouveau pilier que nous rajoutons à l'emploi des jeunes et nous sommes convaincus que ça devrait effectivement permettre à encore plus de jeunes et à encore plus d'entreprises de travailler ensemble. Voilà. Je vais laisser la parole à Norma qui va vous présenter l'accélérateur. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci Amaury pour cette belle introduction. C'est vrai que l'accélérateur est né d'une histoire, d'une rencontre avec Jean-Baptiste et Amaury il y a maintenant 2 ans, qui m'ont fait part du projet du groupe StaffMe et de leur envie d'aller encore plus loin pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi. À l'époque, je travaillais chez Lulu dans ma rue, qui est donc la première entreprise d'insertion par le travail indépendant qui a été créée. Et donc, quand ils m'ont parlé de ce projet-là et de leur volonté de créer une EITI dans le Val-de-Marne, je n'ai pas hésité à les rejoindre. L'EITI, donc, c'est une SIAE, je vais parler avec beaucoup d'acronymes, accrochez-vous, structure d'insertion par l'activité économique. L'objectif, c'est d'insérer durablement des publics éloignés de l'emploi via l'outil du micro-entrepreneuriat. Pourquoi le micro-entrepreneuriat? Parce que c'est un outil qui peut être très adapté pour certains publics qui ne rentrent pas forcément dans les cases du salariat et qui ont besoin de plus de flexibilité dans leur activité, qui ont besoin de pouvoir allier contraintes familiales, contraintes par exemple dans un parcours de soins avec leur activité professionnelle. C'est dans ce cadre-là que l'EITI a été créé et donc que nous avons mis en place l'accélérateur. Aujourd'hui, l'accélérateur s'adresse uniquement à des publics éloignés de l'emploi dans le Val-de-Marne. Donc nos principaux partenaires, ce sont Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi ou d'autres associations qui nous orientent tous les jours des candidats, donc des personnes, quand je dis personnes éloignées de l'emploi, ça peut être des jeunes, résidents quartier prioritaire de la ville, des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes au chômage de longue durée, ou encore des personnes en parcours de soins. Et ces personnes-là, on va les accueillir au sein de notre structure et on va leur proposer des parcours d'insertion d'une durée de 3 à 24 mois, durant lesquels on va les accompagner avec notre merveilleuse équipe, vous allez les reconnaître parce qu'ils ont tous un super t-shirt, l'accélérateur. Et donc, au sein de l'équipe, nous avons ce qu'on appelle des chargés d'accompagnement et des chargés d'activité qui vont accompagner toutes les personnes de tout âge. Pour le coup, on s'adresse à des personnes à partir de 18 ans jusqu'à notre doyen à 60 ans, il me semble, qui donc ont des problématiques sociales et des problématiques professionnelles. Et on va les accompagner sur plusieurs niveaux. On va les accompagner à créer leur micro-entreprise, à apprendre à la gérer aussi au quotidien, parce qu'une fois qu'on est micro-entrepreneur, il faut savoir gérer ses clients, gérer son portefeuille, gérer son planning. On va les accompagner sur tout ce qu'on appelle les freins à l'emploi. Donc, est-ce que ces personnes ont des problèmes de mobilité, de santé, de logement, d'endettement aussi, enfin, des problématiques de gestion financière. On va les accompagner sur tout ça. On va les accompagner sur la formation. L'idée, notamment avec la StaffMe Academy, c'est qu'ils gagnent en employabilité et qu'ils soient plus sereins sur le monde du travail. Et enfin, on va les accompagner dans leur activité. Et là, on va s'appuyer bien sûr sur notre partenaire StaffMe pour pouvoir proposer des prestations ponctuelles à nos bénéficiaires dans plus de 33 métiers différents. C'est l'opportunité pour ces publics-là de se tester, de définir leur projet professionnel et de sortir de nos parcours d'insertion avec, on le souhaite, un CDI, un CDD ou alors bien une reprise de formation. Aujourd'hui, l'accélérateur, c'est plus d'une centaine de bénéficiaires dans le Val-de-Marne, 200 d'ici la fin de l'année. Comme l'a annoncé Amaury, on souhaiterait pouvoir déployer notre dispositif un peu partout en France. Pourquoi pas démarrer par Marseille, puisque la StaffMe Academy a démarré là-bas aussi. Et voilà, et on est très fiers de vous accueillir ce soir, vous les clients de StaffMe principalement, qui faites pour beaucoup d'entre vous déjà appel aux bénéficiaires de l'accélérateur,
On aimerait aller encore plus loin avec vous et pouvoir proposer des opportunités professionnelles à ces publics, parce que comme le soulignait justement Amaury, ce ne sont pas des publics qui peuvent moins faire, au contraire, ils ont l'envie de bien faire et on les accompagne dans ça. Donc merci encore de nous soutenir. Et puis je vais laisser la parole à Jean-Baptiste pour animer cette table ronde autour des politiques inclusives en entreprise. À tout à l'heure. Merci Norma. Du coup, moi je vais rien vous présenter à part la table ronde. Alors, le thème de ce soir, c'est comment rendre son entreprise plus inclusive. C'est vrai que c'est un sujet qui nous préoccupe pas mal chez StaffMe depuis le début, comme l'a expliqué Amaury. Notre projet, c'est d'être un tremplin vers l'emploi pour tous les jeunes. Quand on dit tous les jeunes, c'est tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur origine, qu'ils aient des choses sur leur CV qu'ils n'en aient pas. Vraiment, ce qui nous a semblé important, c'est qu'on croit beaucoup à cette valeur de l'intégration par le travail. Et donc, c'est une valeur cardinale chez StaffMe. Et donc, c'est pour ça que ça nous semblait important de partager ça avec vous. Et pour ça, de le faire avec des experts. Donc, je vais les appeler sur scène, comme on dit. Je vais commencer par Donia. Donc, Donia, tu peux nous rejoindre. Et vous pouvez l'applaudir très fort. Donia est la fondatrice de Meet My Mama. Elle nous en dira plus. Meet My Mama, pour le décrire très rapidement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même assez connu, c'est un traiteur engagé qui fait appel à des mamas, donc des femmes qui ont des talents qui méritent d'être révélés, qu'elles ne connaissent pas forcément. Et Meet My Mama va les former, puis avec la Mama Academy, puis va les accompagner dans leur métier de traiteur. Et puis ensuite, elles volent de leurs propres ailes. Et ce soir, nous aurons la chance d'avoir un buffet préparé par une mama, donc peut-être que tu nous en diras plus. J'accueille ensuite Amandine, donc on peut aussi applaudir Amandine Lissan, qui est la directrice du programme Linked Out, qui est un programme qui a été lancé par l'association Entourage, dont tu nous diras plus. Linked Out, je crois que c'est né en 2019, et l'idée c'est j'aime beaucoup la baseline, c'est de donner son réseau à ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, ça a permis, je crois, plus de 350 recrutements. Enfin, voilà, c'est vraiment une initiative qui se développe de façon importante. Et enfin, j'accueille sur scène Jonathan, qu'on connaît depuis longtemps, qui est le directeur de recrutement, de formation, comme tu veux, celle que tu préfères, et des talents chez Franprix. Franprix, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être. C'est une enseigne, petite boutique exactement. Aujourd'hui, ils ont fêté l'ouverture du 1000e Franprix en France. Et je crois qu'on en discutait avec Jonathan il y a quelques jours, et ils ont une raison d'être qui est assez intéressante, c'est de faire en fait des commerces de proximité, des lieux de vie. Et c'est aussi le laboratoire un peu d'innovation sur le plan des services, mais aussi des ressources humaines du groupe Casino. Et donc Jonathan nous partagera les initiatives qu'il a menées, parce qu'elles sont nombreuses, on ne pourra peut-être pas parler de toutes, qu'il a menées chez Franprix en faveur de l'inclusion des publics éloignés de l'emploi. Est-ce qu'on a un deuxième micro ou pas? Ce qui serait plus facile. Attention. Ça fonctionne? 1, 2, 3, ça fonctionne, parfait. Bon, on va commencer par toi, Donia, comme tu étais la première à arriver sur scène. Oui, il y avait Saïd. Alors Saïd est dans les transports, donc il n'est pas sûr d'être là à temps. Il est désolé, il était là plus tôt. Donc voilà, donc s'il arrive, je l'introduirai, sinon vous irez voir ce qu'il fait sur Internet. Donc Donia, toi tu as monté Meet My Mama. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de Meet My Mama? Je crois que tu l'as monté quasiment en sortant de tes études. Tu avais fait quelques années, je crois, en cabinet de conseil. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as monté Meet My Mama? Qu'est-ce qui était l'origine de cette société, et quelle est la mission que porte Meet My Mama aujourd'hui pour toi dans la société? Déjà, merci encore pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Comme tu l'as dit, je m'appelle Donia et j'ai cofondé avec 2 autres personnes, Loubna Youssef, Meet My Mama, il y a bientôt 5 ans, en fait, bientôt mes 5 ans dans quelques mois, donc vous serez tous invités. Et donc, à la base, on répartit un peu du même constat que, entre autres, que vous avez fait quand vous avez fondé StaffMe. À la base, Loubna Youssef et moi, on a déjà grandi avec des femmes qui étaient merveilleuses et qui cuisinaient merveilleusement bien, qui nous ont transmis des valeurs et qui surtout avaient un vrai don pour la cuisine.
Et en fait, ces femmes-là, c'était nos mères, c'était nos grand-mères, c'était nos tantes, c'était les mères de nos copines, et on a grandi avec elles. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient de l'or entre les mains, mais qu'elles n'étaient pas forcément valorisées. En fait, nous, on le voyait, mais personne d'autre pouvait le voir. Et quand on a grandi, on s'est rendu compte que dans le secteur de la restauration, c'était pire en fait, puisqu'on ne voyait pas les femmes et que malheureusement, encore aujourd'hui, près de 90% des chefs sont des hommes. Et donc en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible, puisque les meilleurs chefs, c'était nos mamans. Donc c'était le premier constat. Et ensuite, quand on a monté Meet My Mama, c'était en 2016. Et en 2016, si on fait un petit flashback, c'était l'année où malheureusement la crise des réfugiés était à son sommet. Et en fait, on voyait beaucoup de personnes réfugiées arriver en France. Et à l'époque, moi, je faisais du bénévolat avec des personnes réfugiées. Et on observait et on se disait qu'on ne voulait pas forcément reproduire les mêmes schémas d'intégration que nos parents, nos grands-parents ont pu avoir dans les années 60 et puis 70-80. Et comme vous, on s'est dit que l'emploi pouvait être un moyen pour eux de finalement changer un peu la donne, changer un peu leur destin en arrivant en France et retrouver la dignité que parfois ils avaient perdue en quittant leur pays du jour au lendemain. Et on s'est dit qu'on voulait justement utiliser l'emploi comme un moyen pour eux de vraiment retrouver leur vie et surtout redevenir acteurs de leur vie. Et c'est comme ça qu'on a monté pour les mamas et pour permettre à la gastronomie de devenir plus féminine, ce qu'elle était à la base initialement, révéler les talents culinaires de femmes qui venaient des 4 coins du monde et rendre la société plus inclusive, plus durable et plus responsable. Et aujourd'hui, c'est combien de mamas? Quand j'ai plus de micro. Alors déjà par rapport à l'équipe, aujourd'hui on était 3 fondateurs et aujourd'hui on est une trentaine de personnes qui au quotidien travaillent pour permettre aux mamas de réaliser leurs rêves. Et si on prend la communauté, on a plus de 200 femmes et un peu comme Staff Me, on a plusieurs activités. On a une activité avec une association où on inspire les femmes pour créer de nouveaux rôles modèles et créer des déclics. On a ensuite une école de formation, la Mama Academy, qui est là pour former les femmes à devenir chefs, traiteurs, entrepreneurs, entre autres. Et on va aussi ouvrir des programmes un petit peu à tous. Donc suivez aussi les aventures de la Mama Academy si vous voulez vous former à la cuisine et à l'entrepreneuriat. Ensuite, on a un incubateur, un petit peu comme l'accélérateur que Norma a décrit, où on accompagne les femmes quand elles se sont lancées en tant que chef, traiteur, entrepreneur. Et enfin, on a un traiteur pour les entreprises. Excellent. Du coup, Amandine, toi, tu es du coup à la tête de Linked Out. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Linked Out, la genèse? Peut-être commencer d'ailleurs par l'association Entourage qui porte Linked Out, qui je crois est plus âgée que le projet Linked Out. Entourage, je crois que c'est 2014. Création par Jean-Marc Potvin, qui est une histoire d'ailleurs assez marrante. Pardon. Oui, tout à fait. Donc, à l'origine de Linked Out, il y a d'abord Entourage. Et en fait, Entourage, c'est une association qui a pour objectif de lutter contre l'exclusion et la grande précarité. Et en fait, on a l'habitude de dire qu'Entourage a 2 jambes. Le réseau Entourage, qui est une app de mise en relation des sans-abri avec leurs voisins. Donc, une action vraiment par la réintégration par le lien social. Et une deuxième jambe, qui est Linked Out, qui est du coup la réintégration par le lien professionnel. Donc Linked Out, c'est quoi? Linked Out, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas, tu l'as dit tout à l'heure. On est parti en fait du constat qu'il y a 2,7 millions de personnes qui sont en grande précarité et qui ne trouvent pas d'emploi. Et aujourd'hui, vous le saviez mieux que moi, quand vous cherchez un emploi, vous utilisez LinkedIn, vous passez votre CV, vous le faites relire par votre grand frère ou par votre cousin. Quand on n'a pas de réseau aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de retrouver un emploi. Et avoir du réseau, c'est quoi? C'est du soutien, c'est de la mobilisation, c'est de l'inspiration, des opportunités. Et c'est exactement ça qu'on va essayer de donner aux candidats qu'on accompagne. Pardon. Non, vas-y. Et le lancement je fais son micro. Le lancement de Linked Out, est-ce que tu peux nous raconter? Parce que je crois que c'est une histoire assez extraordinaire. C'est 15 CV. Et puis ça part un peu d'une idée comme ça, dessinée sur une serviette au restaurant quasiment. Non, pas du tout. Non. C'est très pensé. Non. Et vous avez été complètement dépassé, non, par le... Ouais, en fait, nous on aime beaucoup dire en fait chez Entourage que tout est une histoire de rencontre. Et en fait, des rencontres chez Linked Out et chez Entourage, on en a eu beaucoup et qui nous ont propulsés là où même on ne pensait pas arriver. Et donc, l'origine, c'est quoi? Pour Linked Out, c'est Jean-Marc Potvin, qui a eu un parcours extraordinaire dans la tech. Il a été DG de Yahoo France, il a été CEO de Viadeo, etc.
Et en fait, en sortant du bureau, en fait, très souvent, il a rencontré Kenny qui est un sans-abri. Et en fait, il s'est mis à lui parler. Et un jour, Kenny lui dit, bah voilà, en fait, il faut vraiment que j'arrive à retrouver un boulot parce que là, en fait, je suis au bout de ce que je peux faire. Je dors tous les jours dehors, j'en peux plus. Et du coup, Jean-Marc lui dit, bah en fait, bien sûr, je vais t'aider. Donne-moi ton CV. Et il a publié sur Facebook. Et là, il a eu un nombre de propositions incroyables pour proposer du boulot à Kenny. Et Kenny a retrouvé un boulot. Il a retrouvé un logement. Il a retrouvé une copine via le réseau Entourage. Et aujourd'hui, on est super contents parce que Kenny nous a adressé un de ses copains pour intégrer le programme Meetup. Donc là, la boucle est bouclée. Donc ça, c'était l'histoire avant, je l'avais même pas, parce que moi j'avais lu qu'il y avait 15 CV et qu'il y avait eu, en fait, vous aviez encouragé les gens à poster ces CV et qu'il y avait eu, je crois, 120 000 partages, 300 offres d'emploi, vous saviez plus quoi faire. Ouais, là, c'était vraiment on en est à peu près à 250 000 partages. Et en fait, un des gros accélérateurs pour nous aussi, ça a été un partenariat un peu fou, où en fait, il y a un patron de la cybersécurité qui s'appelle Advance, qui a financé un bateau et qui a mis notre nom sur le bateau. Et le bateau a fait le Vendée Globe. Et il n'a pas gagné, mais il a été dans les 3 premiers pendant quasiment toute la course. Et il a gagné en revanche la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Et là, on se prépare pour la Route du Rhum. Et en général, on a des millions et des millions de retombées médiatiques. Et donc, ça crée des boosts incroyables en fait, sur la plateforme. Et surtout, ça génère des opportunités. C'est ça qui nous intéresse pour les candidats. Merci Amandine. Je vais passer le micro à Jonathan. Jonathan, est-ce que tu peux nous dire un peu, Franprix, on a présenté, mais quelles sont les quelques initiatives que toi tu voudrais mettre en avant sur Franprix? Je crois que Franprix, c'est, donc on a dit 1000 magasins, 4 à 5 personnes par magasin, ça fait 4 à 5 000 employés. Et j'avais lu 95 nationalités différentes. Ouais, tout à fait. Les initiatives qu'on peut mettre en avant, effectivement, dans le cadre de l'inclusion, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y en a une, je pense, qui est importante. Alors, nous, c'est vrai que pour le coup, on est plus facilement, on arrive plus facilement à recruter, à attirer des personnes. Et pour le coup, on a un rôle, je pense, un peu social, puisque on est aussi issu d'une culture d'immigration. Les Franprix ont été créés par des familles. Et donc, en fait, on a vraiment cet ancrage social qui est très important chez nous. Et on a parlé tout à l'heure beaucoup d'académies, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as dit, il y a à peu près 5 ETP. Alors ETP, moi aussi c'est des sigles, mais c'est équivalent temps plein, ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui travaillent dans les magasins en moyenne. Et 5 personnes, quand par exemple un directeur de magasin doit envoyer un collaborateur en formation, il se coupe un bras, c'est compliqué pour lui, et donc ils n'envoyaient pas leurs personnes en formation. Et donc petit à petit, on avait un clivage qui commençait à se créer, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui n'étaient pas formés, donc qui ne devenaient pas employables et qui ne développaient pas leurs compétences. Et donc finalement, on s'est dit, puisqu'ils ne peuvent pas venir à la formation, on va aller à eux. Et du coup, on a créé, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le bus magique ou pas dans la salle, le dessin animé, hein, avec une dame avec des lunettes complètement tarées qui conduisait dans tout l'espace. Voilà. On a créé un peu un truc comme ça. On a créé en fait une salle de formation mobile qui s'appelle l'Acadibus, pour le coup, qui fait référence à l'académie. Et du coup, on a ce bus comporte une brigade volante, finalement. Et quand le bus vient se garer devant un magasin, la brigade volante remplace l'ensemble du magasin pendant que le magasin se forme dans le bus. Et comme ça, on a réussi à former à peu près 2500 collaborateurs de manière à vraiment leur apporter les compétences qui sont nécessaires et qui leur étaient un peu privées. Donc voilà, je pense que c'est important, l'inclusion, ça commence aussi par ça, c'est-à-dire pouvoir proposer à tout le monde la capacité ou la possibilité d'obtenir des compétences. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce petit bus qui est très sympa et puis qui est très joli en plus. Maintenant, on a fait des QR codes pour essayer de le chasser dans Paris. Et que si on le trouve, on décroche un entretien de recrutement. Bon bref, c'est comme ça. Voilà ce qu'on pourrait dire sur l'information. Et puis après, c'est vrai que là, c'est une initiative qu'on parle assez peu, mais c'est marrant parce que du coup, quand tu racontais l'information, enfin l'histoire avec Kenny, on a vécu à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris le poste chez Franprix en 2018, à l'époque, il y avait Jean-Paul Mochet qui était le DG et Sylvie Guillou qui est aujourd'hui la directrice générale, qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont dit, écoute, devant chaque Franprix, il y a un sans-abri.
Et donc, bon, moi j'étais en période d'essai, je flippais un peu parce que quand il y a les DG qui arrivent dans le bureau, on ne sait jamais. Et ils me disent, il faut que tu trouves une solution pour les aider. Et donc là, c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop exactement comment faire. Et donc du coup, ça part de la même histoire parce qu'ils avaient vraiment envie d'aider. Et donc du coup, on a essayé de trouver des solutions. Je vous la fais courte parce qu'elle est assez longue, il y a eu des affrontements avec Emmaüs, donc c'était assez drôle. Et donc on est atterri chez Emmaüs Défi à l'époque, et maintenant qui est plutôt essaimé par le dispositif Convergence. Et on a proposé finalement à Emmaüs Défi de recruter toutes les personnes qui étaient en chantier d'insertion dans nos magasins, en CDI, pendant 5 heures. Ce qui fait que en fait, ça crée une espèce de bascule, puisqu'ils étaient à 20 heures dans les chantiers d'insertion, et puis ils passaient à 5 heures dans les magasins Franprix en CDI, sans aucune sélection, sans aucun choix particulier. Limite comme McDo, venez comme vous êtes, c'était vraiment l'idée. Et en fait, on a tout simplement copié un dispositif qui a été imaginé par Emmaüs, qui s'appelle les premières heures, et qui a été créé par... alors, j'ai appris plus tard que c'est pas forcément l'histoire, mais bon, moi je la raconte comme ça. Qui a été créé par Elio, et qui en fait prenait les gens qui étaient très 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 éloignés de l'emploi, avec des problématiques de toxicomanie, de violence, qui étaient dans la rue depuis 16-20 ans, et qui commençaient à 5 heures en chantier d'insertion. Et donc nous, on a fait les deuxièmes heures chez Franprix, on les embauche juste après. Voilà ce qu'on peut dire comme initiative. Puis je vais pas trop parler. Donc. Pas du tout, c'était très intéressant. Sur le sujet même déjà merci de nous avoir présenté tout ça et ces différentes initiatives sur lesquelles on reviendra. Sur le sujet même de notre table ronde de ce soir, qui est vraiment comment rendre son entreprise plus inclusive. Ce qu'on voulait, c'était aussi donner à notre public des clés très concrètes pour le faire. Et avant ça, je pense qu'il faut aussi qu'on se mette d'accord sur une définition, d'une certaine manière, de l'inclusion, puisque l'inclusion, est-ce que c'est la diversité ? Est-ce que c'est l'insertion? Bref, ça recoupe pas mal de choses. Et s'il y a un paradoxe que j'ai découvert qui est assez intéressant, j'ai vu un sondage, 85% des Français estiment qu'il est bon que les entreprises soient plus inclusives. Donc là, on se dit, c'est super. Et pourtant, 14% d'entre eux trouvent que les entreprises sont inclusives. Donc il y a un hiatus énorme. Est-ce que toi, Amandine, tu aurais une idée de pourquoi les entreprises, en fait tout le monde souhaite qu'elles soient plus inclusives, et pourtant le ressenti des employés de ces mêmes entreprises, c'est que en fait elles ne le sont pas. Est-ce que tu vois des freins? Vaste question. Vous avez 4 freins. J'ai 4 heures, ok. Je pense que déjà c'est important, tu le disais, de mettre des mots en fait sur ce que c'est que l'inclusion, parce que ça peut être un mot un peu à la mode dans les services RH, comme il y en a eu beaucoup avant. Pour moi, je vous partage ma définition de ce que c'est que l'inclusion par rapport à la diversité surtout. La diversité, en fait, pour moi, c'est la première étape, en fait. La diversité, ça va permettre, en fait, à l'entreprise de diversifier sa composition et donc faire en sorte que ses effectifs soient représentatifs de la société dans laquelle elle s'est construite. Donc en termes de genre, en termes d'origine, en termes d'orientation sexuelle. Donc c'est une première étape qui est indispensable, mais ce n'est qu'une première étape. La deuxième étape, c'est l'inclusion. Et dans l'inclusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va intégrer des candidats, quelle que soit leur situation, et faire en sorte qu'ils arrivent à s'intégrer dans leur environnement de travail. Et il y a une super citation que j'adore de Suzanne Meyers, qui a des références de l'inclusion aux États-Unis, qui dit « Pour comprendre la différence entre diversité et inclusion, la diversité, c'est être invité à une fête, l'inclusion, c'est être invité à danser. » Et du coup, je pense que diversité, première marche, inclusion, deuxième marche. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souhaiteraient qu'il y ait plus d'inclusion et du coup plus d'adaptation des entreprises à la situation de chacun, mais qu'aujourd'hui, on constate que ce n'est pas encore complètement le cas. Mais on va y arriver. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que selon toi, c'est la performance économique pour lesquelles les entreprises ont peur que ça dégrade leur performance économique? Est-ce que c'est une peur un peu irrationnelle qui est difficilement définissable? Est-ce que tu as des... Je pense que alors, je vais revenir après sur la notion de performance, mais je pense que la première raison, c'est que beaucoup d'entreprises
ne savent pas par où commencer. Et c'est ok en fait. Intégrer des publics qui sont très éloignés de l'emploi, forcément ça pose question. Où est-ce qu'on va les sourcer? Comment adapter notre processus de recrutement à leurs besoins en particulier? Sur quel poste? Comment bien les intégrer dans la durée? Ça, c'est normal en fait de se poser ces questions-là. Donc je pense que le premier frein, c'est l'inconnu, je dirais. Et le deuxième frein, c'est effectivement la performance. Et c'est un vrai sujet en fait. Parce que, et c'est pour ça que c'est important de distinguer diversité et inclusion. Dans la diversité, on peut atteindre le même niveau de performance de tous les candidats qui ont intégré l'entreprise. Alors que dans l'inclusion, en fait, on va essayer de s'adapter autant que faire se peut l'environnement à la personne qui rejoint. Et je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait, et bien sûr qui va devoir continuer, sur la diversité et sur le handicap, qui ont fait en sorte que aujourd'hui on se pose moins la question d'adapter l'environnement de travail, par exemple, à une personne en situation de handicap. Et je pense que l'inclusion, il y a encore ce plaidoyer-là à faire pour qu'il y ait une vraie prise de conscience des entreprises sur le sujet. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est très intéressant, et surtout que si on raisonne, je crois qu'il y avait aussi une chose assez intéressante il y a quelques mois, à Bercy, au ministère de l'économie, ils ont organisé le sommet de l'inclusion économique, qui pourrait paraître assez paradoxal, et en fait ils mettaient vraiment ces deux mots ensemble, l'inclusion économique, pour justement montrer que, en fait, via l'inclusion, on ne dégrade pas la performance économique, au contraire, en fait, les ressources sont ici, elles ne demandent qu'à travailler, et donc il suffit en fait de saisir cette occasion, et l'économie et les entreprises seront d'autant plus performantes. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment opposer inclusion et dégradation de performance, enfin, ou performance économique, disons, et qu'en fait il y a un vrai lien, et que c'est en fait tout un vivier aussi de candidats, une énergie dont on se prive parfois en étant empreint de stéréotypes parfois assez injustifiés. Toi, Donia, est-ce que tu as des pistes concrètes? Parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est un gros chantier. Souvent, on dit voilà, je veux que mon entreprise soit plus inclusive, donc il faut que d'abord je pose un diagnostic, ensuite que je remette en cause mes pratiques, que je déconstruise certaines choses, ensuite je me mette en action. Bref, c'est assez long. Est-ce que tu as des choses peut-être plus immédiates? Oui, mais alors juste pour revenir sur la question là juste avant, je pense aussi qu'il faut juste arrêter de se dire parce que c'est issu de la diversité, il y a une question de performance, parce que je trouve qu'en se disant ça, en fait, on rentre complètement dans le côté, il y a une différence parce qu'il est issu d'une minorité, ou il a un handicap ou autre. Enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête et que les médias aussi, puisqu'il faut aussi se le dire, c'est que les médias ont tendance à appuyer sur ça, à mettre la lumière sur un sujet qui n'est pas un sujet, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas parce qu'on est issu de la diversité au sens large qu'on est différent d'un point de vue performance. Donc juste par rapport à ça, je pense que c'est vraiment important de se le dire et de me se dire que ce n'est pas un sujet. Donc voilà, juste pour ça. Et ensuite, oui, je pense que les entreprises, déjà on va directement penser au recrutement en premier lieu, ce qui est vrai est un sujet. Mais aujourd'hui, une entreprise, si elle veut être plus inclusive, entre guillemets, elle peut aussi penser à toutes les parties prenantes autour de son entreprise. Et souvent, quand on s'intéresse aux fournisseurs, aux achats, on peut tout de suite avoir un impact direct et on ne s'en rend pas compte, puisqu'on a tendance à penser directement aux grands noms, alors qu'en réalité, si on fait des petites recherches, on peut se rendre compte que ce soit des partenaires logistiques, des partenaires sur l'achat de papier, des partenaires de décoration ou des partenaires traiteurs, et là je pense que tout le monde voit où je vais en venir, on peut avoir un impact direct. Donc, par exemple, Meet My Mama, aujourd'hui on a un traiteur, et donc aujourd'hui quand l'entreprise passe par Meet My Mama, elle a un impact direct sur une femme qui s'est lancée, qui a été formée et qui devient chef traiteur, et qui aujourd'hui, en passant ce soir par Mama Tamou du réseau Meet My Mama, cette famille va avoir un impact direct sur la vie de Tamou et sur la vie de ses enfants. Et en choisissant juste, entre guillemets, un traiteur qui est responsable. Et nous, au sein de Meet My Mama, c'est à la fois avoir un impact sur les mamas, mais c'est aussi tout l'écosystème qu'on a créé autour, puisqu'aujourd'hui, si vous passez par Meet My Mama, par exemple, pour la scénographie des fleurs ou encore les livreurs, nous-mêmes, on travaille avec des acteurs qui ont un impact social ou environnemental. Donc finalement, quand les entreprises et les directions RSE ou autres prennent le temps de chercher, de faire un petit benchmark sur ce qui existe,
rien qu'avec l'achat inclusif, on peut changer la société et avoir un impact social, sociétal ou encore environnemental. Merci beaucoup. Non, mais c'est sûr qu'on en est les premiers témoins. Et d'ailleurs, ce soir, on va avoir la chance d'avoir un traiteur Meet My Mama. Donc c'est vrai que c'est un premier geste. Après, c'est vrai qu'on se dit aussi que l'entreprise, c'est souvent un peu un mastodonte qui est difficile à déplacer, ou un paquebot qu'il est difficile de faire changer de direction. Est-ce que toi, Jonathan, tu as quelques astuces à nous donner, tu vois, pour tes projets de transformation? Alors j'ai compris que ça se faisait, tu avais eu un coup de pression de ta direction pour changer, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça, et que tu as peut-être quelques astuces à nous donner. Ouais, alors, je sais pas des astuces, mais je pense que déjà, c'est peut-être facile à dire, mais il faut faire, c'est-à-dire, tout à l'heure tu disais, il ne faut pas déconstruire, faut pas, toutes ces choses qui prennent du temps. Il y a des sujets de fond et puis il y a des sujets sur lesquels on peut avancer. On appelle ça des quick wins, mais c'est des petites victoires, parce que c'est vraiment... Nous, on a un hashtag, un petit mot, c'est les petits ruisseaux. Pour les petits ruisseaux font les grandes rivières, et pour le coup, c'est un peu ça, c'est-à-dire essayer à chaque fois de faire quelque chose qui va permettre de nourrir, entre guillemets, une grande cause. Effectivement, quand c'est porté par la direction générale, c'est plus simple. Après, effectivement, la direction générale, pour le coup, elle voulait vraiment... sur cet aspect sans domicile fixe pour le coup, mais par contre pour le reste, pareil, c'est des paquebots qui sont durs à faire bouger, et je pense que en réalité aujourd'hui le plus simple c'est la preuve par l'exemple. En tout cas c'est ce qui marche aujourd'hui. À chaque fois qu'on fait des tests et que ça fonctionne, les gens se disent bon en fait ça marche, donc j'ai même pas besoin d'essayer de prendre le temps de faire des formations pour déconstruire des idées sur attention, accueillir des gens de l'inclusion, non, en fait, on fait, ça fonctionne bien, et donc ils se disent, bon, bah en fait, on va faire aussi. Et puis 1, plus 2, plus 3, plus 4, au bout d'un moment, ça se dit, ah, bah en fait, on a un groupe en réalité. Un jour, c'est marrant parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus qui c'est, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, on est tous des brins d'herbe, mais quand on regarde d'en haut, ça fait un gazon, quoi. Donc je trouve que c'est assez joli, et puis c'est assez bref, c'est-à-dire c'est vraiment des toutes petites actions qui à chaque fois réussissent. Et pour donner un exemple, moi quand je suis arrivé chez Franprix, on m'a dit ouais bon voilà comment on recrute, comment on fait ça. Moi je trouvais qu'il y avait énormément de barrières, et donc alors après je suis pas sur un coup de tête forcément, mais je dis bon on va supprimer ces étapes-là, ce qui fait que on parlait de recrutement tout à l'heure, mais en limitant les barrières à l'entrée, on rend forcément son entreprise plus ouverte. Et donc si elle est plus ouverte, elle est plus inclusive. Et après, le fait de les faire travailler, c'est comme de les faire danser. On est vraiment sur cette dynamique où on essaye le plus possible de laisser la porte ouverte à tout le monde qui veut travailler. Alors bien évidemment, il y a une logique de compétence et de performance, on peut l'entendre. Pour autant, on peut assez prouver facilement par A plus B qu'un collaborateur mauvais, désinvesti et qui n'est pas... est bien plus délétère que quelqu'un qu'on formerait parce qu'il n'aurait peut-être pas telle ou telle compétence. Moi, je donne un petit exemple, c'est de l'inclusion, hein, mais un jour, je recrutais en grande distribution, alors à l'époque, j'étais chez Monoprix, mais on avait qu'on appelle ça un rayon liquide, donc où il faut porter des grosses charges, et j'ai présenté un fermier. Donc on m'a regardé des yeux comme ça, on m'a dit pourquoi tu présentes un fermier, il connaît rien en liquide et tout ça. J'ai dit fais un essai, tu verras. Et le mec il est arrivé, il a dépoté comme un malade, et donc après ils se sont dit en fait les fermiers c'est un vivier quoi. Donc c'est bête, mais c'est ça, c'est l'exemple. Je crois que ce que je vois théoriquement. Donc il y a vraiment cette force de l'exemple, la dynamique que tu vas créer parce que tu vas montrer que ça fonctionne. Ouais, et doser en fait, je pense. Et oui, et juste pour revenir sur ce que tu disais, je pense que ce que les entreprises peuvent faire aussi, c'est de laisser aussi les salariés proposer. Parce qu'en réalité, les salariés, quand c'est des gens qui sont même sur les réseaux sociaux, ils vont voir plein de choses que la direction générale, elle a peut-être d'autres sujets où elle n'a pas le temps d'être un petit peu au fait de toutes les tendances. Et parfois, les salariés peuvent venir et proposer des choses. Et nous, par exemple, là, c'est pour montrer aussi l'impact qu'une petite action, comme tu dis, d'un salarié qui va proposer un traiteur un peu innovant peut avoir. On a eu une salariée qui travaillait chez Givenchy et qui organisait les Fashion Week.
Donc je vous ai laissé imaginer qui sont habitués, ce que mangent déjà les mannequins et autres, et qui sont les traiteurs traditionnels, on va dire, des Fashion Week. Et donc elle a connu notre initiative, et puis elle a proposé en fait à sa responsable, peut-être qu'on pourrait changer pour la prochaine Fashion Week, on pourrait prendre un traiteur qui s'appelle Meet Mama avec des mamas. Au début c'était un peu, ouais, tu sais que c'est pour la Fashion Week, mais bon, pourquoi pas. Ils ont accepté de nous rencontrer, on a fait une dégustation, et là, c'était la première fois qu'ils mangeaient des choses issues du monde entier, faites par des mamas. Ils nous ont dit, on va vous tester, on va faire un premier événement pour tous nos salariés, puis à partir de là, on verra si oui ou non la Fashion Week, ça sera pour vous. Donc c'est ce qu'ils ont fait, on a organisé un événement, ça s'est hyper bien passé, et depuis, on a fait 3 saisons de Givenchy, et là, on refait une 4e Fashion Week, et au final, quand c'est des mamas qui vont à la Fashion Week, cuisiner pour des mannequins et pour tout le staff et pour toute la marque Givenchy, ça a un impact même sur l'industrie de la mode, puisqu'au final, dans le secteur de la mode, qui est un secteur assez fermé, c'est pas des choses qui sont habituellement, et en fait, ça change aussi le regard qu'on pourrait avoir sur ces femmes qui, à la base, on pourrait se dire, elles cuisinent bien à la maison, mais qui en réalité sont devenues de vrais chefs et font des événements pour Givenchy, pour... la semaine dernière, on était avec des banquiers, avec Alain de Rothschild, donc vraiment, c'est faire côtoyer des mondes qui se parlent pas forcément, qui se sont parfois jamais parlé, mais au final, un petit geste, faire appel à un traiteur inclusif, finalement, ça a des répercussions sur même les mentalités et changer un peu les regards qu'on pourrait avoir. Toi, Amandine, est-ce qu'avec Linked Out, on a des choses... Parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a la preuve par l'exemple, on peut être chacun acteur de ce changement par notre action à notre parfois petit niveau. Est-ce que toi, via Linked Out, vous avez des dispositifs qu'on peut peut-être utiliser, que des personnes dans la salle peuvent se saisir? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure du coup, mais en fait, via Linked Out, on a 3 piliers. Donc un premier pilier qui est la plateforme, qui permet du coup le partage de CV et la mise en visibilité de personnes très éloignées de l'emploi. On a un deuxième pilier qui est notre parcours tremplin pour l'accompagnement des candidats. On va mixer un accompagnement collectif et un accompagnement individuel. Donc chaque candidat est coaché par un collaborateur d'entreprise actif. Et enfin, on a un 3e pilier qu'on a développé assez récemment, qui est l'accompagnement entreprise. Parce qu'on s'est rendu compte que, bien évidemment, ça peut vous paraître aberrant, mais nous, on s'est plutôt situé à l'origine du côté des candidats. Et en fait, on s'est rendu compte que pour créer la passerelle entre inclus et exclus, il fallait aussi accompagner les inclus à aller au milieu de la passerelle pour provoquer la rencontre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, recruter un candidat. Si vous n'en êtes pas encore là, déjà on peut organiser des actions de sensibilisation en interne, parce que très souvent ça commence par là en fait. Et donc on a ce qu'on appelle un défi solidaire. C'est un défi où on va potentiellement à distance, on peut le faire à distance, inviter les collaborateurs à se poser la question de ce que c'est que l'inclusion professionnelle, et après faire très concrètement un partage de CV pour pouvoir diffuser le CV d'un candidat à son propre réseau. Donc notre objectif, c'est à chaque fois toujours d'être très concret et d'accompagner à chacune des étapes. Donc là, c'est la première étape, la sensibilisation, mais après jusqu'à l'intégration des candidats. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et vos visages qui crient famine. Du coup, ce que je vous propose, peut-être dans le déroulé, c'est qu'on passe à une phase de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants autour de cette table ronde, des choses que vous voudriez qu'ils précisent ou des sujets qu'ils n'ont pas abordés, sur lesquels vous seriez intéressés d'avoir leur avis, c'est votre moment. Le plus dur, c'est toujours la première question. On a été très clair. Ben c'est ça, exactement. Très, 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 très complet. J'ai une question pour Jonathan. Parmi toutes les initiatives que tu as lancées, que tu as développées et mises en place chez Franprix, quelle est celle qui a eu la plus grande portée, peut-être à la fois en nombre de, je sais pas, de points de vente concernés, en nombre de candidats, ou juste peut-être d'un point de vue aussi image? Parce que finalement, vous en parlez aussi assez peu chez Franprix de toutes ces initiatives.
Oui, alors pour le coup, c'est pas le partenariat avec Emmaüs parce qu'il a touché entre guillemets 40 personnes, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est plus le fait d'avoir décidé un jour de supprimer les entretiens téléphoniques dans le cadre du processus de présélection, puisque tout simplement ça introduisait des biais psychologiques inconscients et que j'étais persuadé que c'était nul. Donc du coup, on a enlevé l'entretien téléphonique et les collaborateurs sont automatiquement convoqués à un centre de recrutement s'ils ont passé un petit jeu avec des valeurs, et c'est celle-là qui a eu la plus de retombées parce que pour le coup on recrute depuis 2018 comme ça, et donc potentiellement on a recruté 9000 personnes de cette manière-là. Donc en termes de nombre, c'est celle qui est la plus importante, je pense. Je rebondis juste parce que je trouve que c'est une initiative qui est géniale, et en fait nous on a eu un peu le même cas de figure pour un candidat qui s'appelle Fredel, qu'on a accompagné dans un process de recrutement pour la CAF, et en fait il se trouve que la CAF dans les normes de recrutement mettait pour le test de français un quiz en 10 minutes, il fallait répondre à 100 questions. Et en fait, nous, on leur a dit, si c'est comme ça que ça se passe, en fait, nous, on ne peut rien faire, en fait, et du coup, c'est pas la peine qu'on adresse le candidat dans ce process de recrutement, parce qu'on sait que, vu son parcours social et il était en situation de handicap mental, ce ne serait pas envisageable. Et en fait, son niveau de français était tout à fait OK, et on les a accompagnés là-dessus, parce qu'ils nous ont dit, en fait, c'est vrai qu'on a introduit cette étape-là dans le process il y a des années, et en fait, on sait un peu même plus pourquoi on l'a intégré, en fait. Alors que c'était une étape qui mettait vraiment sous stress les candidats, qui évaluaient pas forcément bien leur niveau de français. Et du coup, il se trouve que Fredel, il a passé un autre type d'entretien pour tester son niveau de français, et au final, il a été pris. Il y a une question là-bas. J'ai une question pour toi, Amandine. Si on considère les personnes éloignées de l'emploi, mais la catégorie qui sont sans rien sur leur CV, sans formation, qui n'ont pas forcément hyper confiance en eux, etc., enfin cette catégorie, ce serait quoi les 3 postes, j'allais dire, qu'on pourrait proposer? Parce qu'en fait, je trouve que quand on imagine, par exemple, un SDF qui est sûrement une belle personne, qui a sûrement envie de faire des choses, mais concrètement, qu'est-ce que, du coup, via l'Incaout, sur quel genre de poste vous essayez de les intégrer? C'est une très bonne question. Alors, je dirais que dans le parcours classique, moi, ce que je recommande, c'est que quand on a vraiment une personne qui est en situation de rue, elle passe quand même par un dispositif de premières heures dont Jonathan a parlé tout à l'heure, parce que ça permet quand même de réaccrocher sur quelques heures le système de l'emploi. Et nous, on est là très souvent plutôt en fin de parcours d'insertion pour intégrer le marché de l'emploi classique, ce qui reste un gros challenge. Je vais donner une réponse partielle. Je dirais que traditionnellement, on sait que pour les personnes qu'on accompagne, on a des grands secteurs d'activité qui vont revenir. L'hôtellerie, la restauration, l'aide à la personne, c'est forcément en fait des métiers sur lesquels on est en situation de tension de recrutement et à basse qualification. Donc on va pouvoir accompagner les candidats sur ces secteurs-là. Néanmoins, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part du besoin du candidat. Et en fait, très souvent, on se dit, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de parcours, mais en fait, il y en a toujours un peu. Il y a toujours une envie. Et du coup, nous, on part de l'envie du candidat pour après trouver, et c'est pour ça qu'on a une équipe entreprise aussi, c'est qu'on va faire de la chasse pour aller trouver des entreprises qui pourront s'ouvrir en fait au projet du candidat. Et donc, on a eu des candidats qui cherchaient dans la joaillerie, on a eu certains qui cherchaient en tant qu'analyste vidéo football. Oui, c'est possible. Il se trouve qu'on a un partenariat avec le Red Star, donc ça s'est fait quand même. Mais je dirais en fait de ne pas partir d'idées préconçues et plutôt de se dire en fait on en parle et on voit ce qu'il est possible de faire. Et en fonction de l'envie de l'entreprise et des profils des candidats qui sont en recherche, on va trouver en fait une solution. J'avais 2 questions. La première, c'est quel est votre taux à tous les 3 de retour à l'emploi de personnes qui vont vraiment concrétiser un CDI et qui vont effectivement continuer dans cet emploi? Et la deuxième question,
c'est par rapport effectivement au plein emploi. On parle souvent en ce moment de plein emploi. Est-ce que vous sentez qu'il y a effectivement, y compris dans vos secteurs à vous, avec des personnes effectivement très éloignées de l'emploi, moins de bénéficiaires qu'avant ou plus? Comment est-ce que vous sentez un peu la tendance de recrutement? Alors nous aujourd'hui on accompagne, on forme les femmes à devenir chefs, traiteurs, entrepreneurs. Donc elles ont toutes elles montent leur entreprise. Donc 100% des femmes qu'on accompagne créent leur entreprise. Donc c'est pas des CDI, mais c'est plutôt un choix que elles préfèrent. C'est une auto-entreprise. Et par rapport aux besoins, en réalité, on a énormément de femmes qui nous contactent chaque année et il est de plus en plus important. Par exemple, cette année, on a eu au moins presque 1000 mamas qui nous ont contactés, si je prends toute la France. C'est beaucoup de monde et aujourd'hui, le secteur du traiteur, de l'événementiel, de la restauration, il est très plébiscité. Alors, nous, on a mené une analyse d'impact sur une promo qui était un peu expérimentale autour des jeunes et on avait un taux de sortie positif de 72%, sachant que nous, on se situe que sur de l'emploi durable, donc CDI, CDD de plus de 6 mois. Je vais répondre pour nous aussi, l'accélérateur. À l'accélérateur, le projet, comme vous le savez, c'est de l'insertion par le travail indépendant, c'est-à-dire que les jeunes qu'on accompagne ont un statut de travailleur indépendant. Pour autant, la sortie positive pour eux vers un emploi durable n'est pas forcément en indépendant. Globalement, on a 3 types de sorties, si on dresse le tableau assez vite. On a la sortie en tant qu'indépendant, et ça, on va s'appuyer notamment sur des dispositifs qui sont menés par des associations comme les Déterminés, par exemple, qui promeut l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc ça, c'est sur la brique entrepreneuriat. Après, on a la brique salarié, que on s'appuie aussi sur le réseau Linked Out pour essayer de sortir ces gens via la voie du salariat. Et enfin, la troisième voie, parce qu'on s'adresse à un public jeune, et c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué ce soir, mais qui est aussi un bon moyen d'inclure plus de jeunes dans son entreprise et puis de créer une dynamique d'emploi durable. C'est la voie de l'alternance ou de l'apprentissage qui est très privilégiée chez notre public. Donc on a l'objectif d'être à 70%, on a commencé il y a 1 an, mais on suit une bonne dynamique. Ça va être un petit peu plus vague, parce que pour répondre à cette question, nous, par exemple pour l'initiative AMUS, on a fait 40 CDI, et donc du coup, on a sur les 40 CDI, il y en a 13 qui sont passés à 35 heures, et les autres sont passés 5, 7, 8, donc, mais ils sont encore en CDI. Il y en a 2 qui ont souhaité arrêter. Et après, en fait, on fait plein de dispositifs type des PMSMP, des POEI, des POEC, enfin, tous ces... Pardon. Préparation opérationnelle à l'emploi collectif, des mises en situation professionnelle, enfin, toutes ces choses-là. Et souvent, le taux qui est de sortie, parce que c'est pas très difficile finalement quand même d'avoir les bonnes compétences pour travailler dans un magasin, même si le travail en lui-même est difficile, on est autour à peu près, ouais, pareil, 75, 80%, quelque chose comme ça. Ouais, vraiment ça fonctionne. Et puis, enfin, pour le coup, tout à l'heure tu demandais des initiatives concrètes, s'il y en a qui ne veulent pas dépenser d'argent, en fait, parce que souvent, on se dit dans les entreprises, c'est quand même l'argent qui compte. Tous ces dispositifs-là que nous, on peut utiliser, mais pour lesquels on a choisi d'aller beaucoup plus loin en proposant des CDI, en fait, ils sont gratuits. Donc du coup, en preuve par l'exemple, ça va être bien, parce que pour le coup, comme c'est gratuit, ça ne coûte pas d'argent à l'entreprise, et donc c'est intéressant. On va peut-être prendre une dernière question. Moi j'ai une question pour Donia. Je me demandais, parce qu'on a parlé du coup de CDI, etc., mais en quoi vous pensez que l'entrepreneuriat est quelque chose de clé dans l'inclusion? J'aurais pu la poser à Normand ici avec l'accélérateur. Ouais, je pense qu'on va avoir les mêmes éléments, mais déjà, aujourd'hui, en tout cas pour le public qu'on accompagne, et donc des femmes qui ont ou pas forcément des enfants, la liberté, entre guillemets, de pouvoir gérer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses contraintes, pour elles, ça n'a pas de prix, et donc pour elles, l'entrepreneuriat est une clé qui peut les aider à répondre à ce premier besoin. Ensuite, dans notre communauté aussi de femmes qu'on accompagne, elles ont l'envie de choisir avec qui elles ont envie de travailler
et d'avoir un petit peu cette liberté de pouvoir être là où elles ont envie d'être quand elles ont envie de l'être. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une opportunité plus qu'un CDI dans un restaurant par exemple. Et ensuite, si je prends le métier de traiteur en tant que tel, nous ce qu'on fait c'est qu'elles ont tout un savoir-faire, elles ont tout un talent culinaire et on les accompagne à se professionnaliser et à vivre de leur passion avec leur cuisine. Et aujourd'hui, il est très rare en tant que traiteur, si vous travaillez dans un traiteur, de faire votre cuisine. Vous allez potentiellement faire la cuisine du traiteur, mais faire de la cuisine sri-lankaise, sénégalaise ou marocaine, c'est plus difficile et on va plutôt vous adapter à la cuisine du traiteur plutôt que de mettre en avant vos talents à vous. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il est temps de remercier les intervenants. Peut-être une dernière chose, si quelqu'un a une initiative dans sa propre entreprise qu'il a montée ou qu'il envisage de monter et dont il veut nous parler, je ne voudrais pas terminer sans qu'il puisse qu'elle puisse prendre la parole. Donc n'hésitez pas. Donc il y a tout à faire. Au boulot. Je vais laisser... déjà, on va applaudir nos invités. Je vais laisser le micro à Norma pour conclure cette belle soirée. Merci. Merci à tous les quatre pour tous ces apprentissages. J'espère que vous aussi, vous avez envie de rendre votre entreprise plus inclusive à partir de demain. Il existe des solutions très concrètes, des solutions simples à mettre en place. Je pense que nos intervenants l'ont bien démontré ce soir. Vous savez où je veux en venir aussi, puisque l'accélérateur est une solution pour rendre son entreprise plus inclusive. En effet, si vous souhaitez justement faire appel à des bénéficiaires de l'accélérateur pour réaliser d'abord des prestations ponctuelles au sein de votre entreprise quand vous avez besoin de renforts sur des petites périodes, mais aussi offrir des opportunités professionnelles. Donc on parlait tout à l'heure de sortie dynamique, de sortie positive, que des termes de l'insertion, mais qui veut dire que vous pouvez aussi proposer des CDI, des CDD de plus de 6 mois ou même des alternances à des personnes qui en ont vraiment besoin au sein de vos entreprises. Pour peut-être illustrer ce que propose l'accélérateur, rien de tel que des vrais bénéficiaires de notre dispositif, puisqu'on a la joie d'avoir David et Noubia qui vont me rejoindre derrière le public et qui bénéficient tous les deux de notre accompagnement depuis quelques mois. Vous allez vous asseoir à côté de moi. Et on a également Nadine Gilles de l'entreprise Inly qui fait appel depuis peu, cette entreprise, à des médecins accélérateurs et qui peut nous partager son expérience. Pour commencer, peut-être, si vous pouvez vous présenter David et Noubia. Alors, la petite histoire, c'est qu'on leur a proposé de venir témoigner. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient potes. Parce que l'accélérateur fonctionne beaucoup comme ça, c'est beaucoup de bouche à oreille, en fait. Même si je vais aller encore plus loin, David m'a appris tout à l'heure que c'est son petit frère qui lui a parlé de l'accélérateur. Donc c'est vraiment une histoire de famille, d'amis, de connaissances, de bouche à oreille. David, si tu peux te présenter et peut-être nous expliquer un peu l'accompagnement dont tu as bénéficié au sein de l'accélérateur depuis mars, si je ne me trompe pas. Bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle David. J'ai rejoint l'accélérateur le 10 mars exactement. Donc le 14 mars aussi, j'ai commencé mes premières prestations. Donc j'ai fait un petit peu de tout. Donc j'ai fait de la préparation de commandes, saisie de données, de la livraison. Et puis aujourd'hui, ma mission c'est gardien d'immeuble chez Inly. Donc voilà. Et l'objectif pour moi ce serait de décrocher effectivement un CDI dans l'entreprise. Et ma chargée d'accompagnement c'est Johanna. Donc elle m'a beaucoup aidé parce que pour gérer ma micro-entreprise, tout ce qui est administratif, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc heureusement qu'elle a été là pour m'aider, me guider aussi, pour faire fonctionner ma micro-entreprise, excusez-moi. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Merci beaucoup en tout cas.
Et toi, Nubia, donc, tu es également en ce moment en prestation chez INI, donc pareil, hein, les coïncidences font qu'ils sont tous les deux dans la même entreprise, mais sur un secteur différent. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience? Bonsoir à tous, moi je m'appelle Nubia, et comme mon frère, c'est bon, je l'appelle mon frère parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et effectivement, bon, avant de commencer à parler d'INI, moi c'était un peu plus compliqué parce qu'à la base j'étais en CDI chez Free, donc en fait j'étais assistante commerciale, et avant de connaître Staffmi, du moins l'accélérateur, c'est David qui m'en a parlé. Et je vous assure que quand j'avais fini mon CDI chez Free en août 2020, j'ai passé presque plus d'1 an à retrouver un travail. C'était vraiment très compliqué, j'étais limite dépitée. Je me suis dit, mais je ne sais pas s'il y a un problème peut-être avec mon CV, ou peut-être j'avais pas assez de qualifications ou quoi aux caisses. Et un jour, j'ai parlé du coup avec David. J'ai dit, mais David, est-ce que tu auras un petit tuyau? Parce que nous, on s'échange beaucoup de petits tips. J'ai dit, t'as pas un petit tuyau comme ça? Parce que là, franchement, c'est un peu compliqué pour moi. Ça fait un moment que je recherche. Et il m'a parlé du coup de Staffmi. Et ensuite, quand je les ai contactés, j'ai directement intégré l'accélérateur. Et j'ai été accompagnée par Bérangère. Et du coup, franchement, je ne m'attendais pas à un tel accompagnement parce que franchement, ça m'a permis de pouvoir retrouver du travail, faire plusieurs activités aussi dans des secteurs que je n'ai jamais connus auparavant. Parce que moi, de base, j'étais plus dans le milieu de la beauté, tout ce qui est Sephora, Kiko, voilà. Et depuis que j'ai intégré l'accélérateur, après, on propose plusieurs missions dans des secteurs différents et selon vos choix, selon aussi vos disponibilités, et ça je trouve ça super bien, tout en sachant que j'ai intégré l'accélérateur au mois de mai, merci. Au mois de mai, et depuis le mois de mai jusqu'à présent, j'ai enchaîné les missions. Quand j'ai intégré l'accélérateur au mois de mai, je pense que c'était la semaine d'après, j'ai commencé à travailler, tout en sachant que, non, franchement, franchement, je dis la vérité. Désolée, je suis trop émue, parce que c'est comme si, en fait, c'était, je sais pas si je peux dire la lumière en soi, mais j'en ai même parlé à mes sœurs qui veulent aussi intégrer, voilà, franchement, tout en sachant qu'en plus de ça, il faut absolument passer par la case micro-entreprise aussi, ce qui est pas plus mal non plus. Et j'ai fait plusieurs missions, j'ai fait aussi de la préparation de commandes, de la saisie de données également. Et là, actuellement, je suis chez INI et c'est un tout autre domaine pour moi qui est l'immobilier. Et j'ai commencé cette mission du coup à peine jeudi, donc je suis un dedans, mais bon. Alors du coup, chez INI, ce que je fais actuellement, c'est de la relation client. Donc en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été dans ce domaine-là, mais dans ce secteur-là, mais dans des domaines différents. Donc là, je suis revenue sur la relation client, mais dans l'immobilier. Et ça se passe plutôt pas mal. C'est vrai qu'après, il y a des mots un peu techniques, mais c'est tout à fait normal. Mais on assimile assez vite. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui apprend vite aussi. Deviendra bientôt un joli papillon comme sur ton pull. Du coup, Nadine, avec INI, vous nous avez fait confiance puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, même ça s'est fait très rapidement. Aujourd'hui, il y a 3 bénéficiaires d'accélérateurs qui font des prestations ponctuelles au sein d'INI et qui potentiellement, on l'espère pour certains d'entre eux, pourront décrocher un CDI. Voilà, c'est l'objectif. Est-ce que vous pourriez peut-être partager votre expérience en tant que client qui fait appel justement à l'accélérateur, à des bénéficiaires d'accélérateur? Bonsoir à tous. Comment est venue cette expérience? En fait, nous travaillons, nous sommes clients de Staffmi hors accélérateur depuis mai de cette année. Ce que je retiendrai, en fait, c'est un partenariat, je dirais, gagnant-gagnant. L'agilité des collaborateurs qui peuvent intégrer l'entreprise,
le côté assez magique, on a un besoin urgent, on appelle le Staffly, voilà, on a quelqu'un avec 24 ou 48 heures, ça c'est magique. Et ensuite, bien sûr, toutes les équipes nous ont présenté le process accélérateur de talent. Et en toute franchise, on s'est dit, on avait quelques a priori au départ, et finalement on s'est dit, on fait confiance et nous menons effectivement cette expérience tous ensemble. Aujourd'hui, on est ravis de pouvoir accueillir ces 3 collaborateurs. Et l'objectif, c'est que la collaboration perdure et que chacun de ces collaborateurs puisse monter en compétences et ensuite retrouver l'employabilité, même si par aventure, on souhaiterait continuer vers une autre voie. Voilà. Donc je trouve ça, moi je suis fortement convaincue par cette expérience et j'invite toutes les entreprises présentes aujourd'hui de vivre l'expérience et faire confiance aux équipes qui accompagnent merveilleusement ces staffeurs, je les appelle les staffeurs, et bravo à tous. Merci beaucoup pour vos témoignages, merci de votre confiance. Sans plus tarder, on va aller pouvoir goûter au talent culinaire des mamas. Pardon ? Une présentation Martin, c'est lui qui a présenté. Pardon. Ah ben voilà Martin. Allez Martin, non, Martin sur scène. Martin. Chacun son tour. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, ça va être très court parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai rejoint Meet My Mama il y a 6 mois. J'avais été invité aussi ici parce que vous connaissez bien Meet My Mama et vous les suivez. Et aussi, j'ai travaillé avant 8 ans chez Michel Augustin avec Canus 6. Staffmy est un gros partenaire de Michel Augustin. Donc l'aventure continue, on se recroise. Et ce soir, on est ravis que ce soit Mama Tamou, qui est marocaine et tunisienne, qui a préparé un buffet pour vous, avec différentes recettes, des pastillas, des petits muffins, des petits bagriers, des petites... je ne sais plus exactement le nom des sandwichs, mais vous découvrirez, tout est écrit, et régalez-vous, elle l'a fait avec plein d'amour, de passion et tout son cœur. Donc, bon buffet, bonne dégustation. Merci pour l'invitation.